le monarque présidentiel Emmanuel Macron, alors président des riches, s'est engagé à revenir sur la suppression de l'ISF si les évaluations montraient son inutilité. Il a dit qu'elle serait évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Et bien voilà, ça y est, c'est fait. Le rapport de France Stratégie est tombé. Et il n'y a aucune espèce de corrélation entre la suppression de l'ISF et toutes les promesses que vous aviez faites. Nous pourrions même supputer plutôt le contraire. Donc la question est simple. Quand est-ce que vous allez rétablir l'ISF? Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, quand est-ce que vous allez en finir avec les caricatures? Oh là là. Oh, ça c'est... Oh. Merci, Monsieur le Président. Oh, bah attendez, c'est une j'ai caricature. le micro là, À 3 le micro milliards passe. pour l'ISF et à 2 milliards pour la flat tax, ça fait une caricature à 5 milliards quand même. Mes chers collègues, vous venez à l'instant de regretter que M. Gouffier-Cha ait pu être interrompu et vous faites exactement la même chose avec une oratrice du groupe socialiste. Alors, ce que je viens de dire est vrai pour tous les groupes. Après le vote qui va intervenir, je demanderai aux présidents de groupe, en tout cas à ceux qui les représentent, de bien vouloir avoir une attitude un peu plus pressante auprès de leurs députés, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas correct vis-à-vis de l'Assemblée, vis-à-vis de celles et ceux qui nous ont désignés pour être ici, mais vis-à-vis aussi de celles et ceux qui nous regardent et qui savent que ces questions sont importantes. Absolument. On est d'accord. Respectez-nous. Merde. Merci, monsieur le Merci, monsieur le Président. Parce que vous piétinez le Parlement. Ce n'est pas vous qui le piétinez. À travers vous, c'est le président de la République qui piétine le Parlement. Vous savez pourquoi il le piétine? Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été député, il n'a jamais été conseiller départemental, il n'a jamais été conseiller régional, il n'a jamais été conseiller municipal. Attendez, Monsieur Diard est lui seul à la parole. Il Voilà. n'a jamais été élu. Et souffrez en silence, il n'a jamais été élu. Il ne connaît pas cette situation. Il n'a que du mépris pour les élus. Vous, certains parmi vous, vous avez été élus. Alors écoutez, respectez le Parlement et ne suivez pas aveuglément le président de la République, soit par opportunisme, soit par servilité. On aura peut-être fini avant le week-end. La démocratie, c'est plus ce que c'était. Qui est pour, qui est contre, rejeté. Les identiques 34 de M. Breton, qui est pour, qui est contre, rejeté. 75 de Mme Ménard, qui est pour, qui est contre, rejeté. Identique de M. Breton, le 35, qui est pour, qui est contre, rejeté. Si vous considérez l'Assemblée nationale comme une assemblée d'emmerdeurs, d'empêcheurs de tourner en rond, comme par exemple une assemblée où je pourrais, en tant que parlementaire, dénoncer le gazage qui a eu lieu au CHU de Martinique vendredi dernier. On a gazé des soignants, on a gazé des gens qui étaient sur des brancards aux urgences. Si vous ne voulez plus entendre ça, mais allez au bout de votre logique et vous-même, parlementaire, sabordez-vous, mais sabordez-vous jusqu'au bout et sabordez-vous dignement. Parce que la suite logique de vos décisions, les décisions que vous êtes en train de prendre, c'est la suspension de la rémunération de tous les parlementaires. Si le Parlement ne sert à rien, si les députés ne servent à rien, ce n'est pas la peine de les payer. Vous savez que c'est toujours un bonheur personnel que de venir dans cet hémicycle pour débattre avec les parlementaires. Oui, il va se faire tacler. Arrête de faire le... Pardon, arrête de faire le... Monsieur le député? J'ai pas entendu. Allez-y, monsieur le ministre. Mais j'ai pas entendu. Allez-y. Bon, donc ce sera avec Allez-y. plaisir, évidemment, et si vous le souhaitez, si les parlementaires le décident, que je viendrai. Je vous avoue que j'ai du mal à comprendre la cohérence de l'argumentation consistant à s'opposer à une forme de territorialisation dans la limitation de la liberté de circulation avec la prolongation de cet état d'urgence. Au printemps dernier, lorsque vous avez décidé de confiner, vous avez changé de méthode
Et vous avez dit, plutôt que de faire un confinement national et globalisé, on va faire un confinement par département. La démocratie, c'est plus Et que c'était. si je reprends vos propos, monsieur le rapporteur, le virus circulait. Il circulait, le virus. Et ça n'empêchait pas de dire, dans les Alpes-Maritimes, confinement, dans le Var, pas confinement. Le 29 avril, le président de la République explique que désormais on va déconfiner, et ce déconfinement, il a eu lieu comment? Par département. On est d'accord? Avec quoi comme critère? Un critère qui est proposé dans les amendements qui sont ici débattus. À l'époque, 400 cas, une incidence de 400 cas, pour justifier qu'on puisse ou pas basculer dans le déconfinement, avec d'autres paramètres qui étaient éventuellement la saturation des effets des services d'urgence. Là, nous vous disons quoi? Nous vous disons qu'il faut proportionner la restriction de la liberté de circulation, qui est d'ailleurs au cœur de la jurisprudence sur les libertés, à un critère d'incidence qui est ici proposé de 50. On pourrait débattre du taux d'incidence, mais je ne comprends pas la cohérence de dire au printemps, on pouvait confiner et déconfiner par département, alors que le virus circulait, et à l'automne, on ne peut plus décider d'adapter la liberté de circulation en fonction du nombre d'incidences, département par département. Et je dirais que c'est la principale critique qu'on peut vous faire. Personne n'a la potion magique pour lutter contre, une crise sanitaire qui n'avait jamais été vue depuis plusieurs années. Mais au moins que la méthodologie, que la méthode, que les critères de décision soient stables dans le temps. C'est ce que nous vous proposons ici. Comment dirais-je, vous sous-estimez votre responsabilité individuelle, mes chers collègues de la majorité. Vous les sous-estimez. Vous avez le droit, en tant que parlementaire, de réduire les libertés de nos concitoyens quand c'est indispensable. Mais vous n'avez pas le droit de déléguer cette réduction des libertés à un homme seul. C'est ça que nous disons aujourd'hui. La liberté, ça compte. La liberté, nous en sommes les garants. La liberté, c'est ici qu'on la défend. Merci. Le risque épidémique n'est pas nouveau. D'ailleurs, notre pays a le devoir de s'y préparer. C'était d'ailleurs le sens d'avoir un stock stratégique de masques, ce qui nous a cruellement manqué en mars 2020. Notre pays doit se préparer à vivre le risque épidémique dans les prochaines décennies, en assurant en même temps le respect de nos droits fondamentaux. Et la situation aujourd'hui n'est pas la même que celle de mars 2020 qui a justifié le régime d'exception. Nous manquions de masques lors de la première vague. Nous manquions de vaccins et de tests lors des vagues suivantes. Ce n'est plus le cas. Alors aujourd'hui, vous avez une responsabilité, c'est de préparer notre pays à retrouver une vie normale, un fonctionnement normal de nos institutions. Ça a l'air de susciter le débat chez vous, mais vous pouvez faire une suspension pour retravailler le texte. Merci, monsieur Bazin. Donc j'appelle une fois de plus chacun à être attentif aux propos des autres. Non, monsieur Vallaud, pour une fois, vous n'êtes pour rien. Oui, non, pas à vous, monsieur Cordier. Alors, monsieur Jumel. Vous êtes très drôle, monsieur Cordier. Moi, je me suis fixé une règle, c'est d'être aussi sage que le président. C'est la mise à mort sociale? C'est ça? Fin de l'histoire? Fin de l'histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, madame la ministre. Ça n'a plus de sens. Ça n'a même plus de sens. Et je vais vous reposer ma question. J'aimerais savoir, j'ai cherché dans la presse, je n'ai pas trouvé de chiffres. Combien de policiers ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas à jour de leur passe sanitaire? On aimerait le savoir. Vous avez sûrement des éléments là-dessus, madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre réponse effectivement fouillée par rapport à la Commission. J'avoue que j'hésite, j'essaye de rester calme vraiment, parce que, Monsieur le Ministre, vous venez de dire quelque chose qui, s'il était entendu par des compatriotes guadeloupéens, mettrait beaucoup de familles en colère. Vous avez dit « on ne laissera jamais personne sur la durée sans eau ». C'est faux, Monsieur le Ministre, et vous le savez, vous avez les chiffres. Vous pouvez demander à Madame la Présidente de la Commission des lois, qui a été en Guadeloupe récemment. C'est faux. J'ai vu des gens qui n'ont pas d'eau depuis 6 ans. Vous pouvez aller les rencontrer, je peux vous donner leur nom, je peux vous donner leur adresse. Quand votre enfant rate 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école, c'est inadmissible.
Hier, un peu après minuit, j'ai essayé de trouver le sommeil et puis je me suis demandé ce qui pouvait justifier que les marcheurs renoncent à ce point à exercer leurs prérogatives. Et je suis retourné aux sources originelles d'En Marche, une entreprise. Alors je me suis dit, tiens, le manager les a réunis, leur a dit, écoutez, chers salariés, on traverse une période difficile, il va falloir revoir vos profils de poste, amputer vos délégations de signature et peut-être même envisager de ne pas être là tout le temps si on n'a pas besoin de vous. Et que vous avez répondu aux consignes de votre manager comme si nous étions dans une entreprise. La démocratie n'est pas une entreprise. Les institutions, l'équilibre du pouvoir ne peut pas souffrir d'amodiation. C'est la raison pour laquelle nous réaffirmons l'importance qu'il y a à veiller à l'équilibre des pouvoirs, au contrôle par le Parlement de l'exécutif, y compris en période de crise. Merci, monsieur. Oui, chers collègues, si, tout le reste a quand même du sens. Tout le reste a quand même du sens, que ça s'appelle la démocratie, la séparation des pouvoirs, le pouvoir du Parlement. Et excusez-moi, mais je reprends le terme qui a été utilisé tout à l'heure, on ne peut pas accepter, quelle que soit la situation, et il y a eu des temps, je vous rappelle, y compris pour la Première Guerre mondiale, où on était dans une toute autre situation, où le quoi qu'il en coûte consiste pendant des mois à se passer du Parlement et à laisser un pouvoir discrétionnaire à un exécutif. C'est une question de principe. Et je ne comprends même pas que vous le refusiez. Moi, je pense que cet amendement, j'espère, chers collègues, vous apprêtez à voter, que vous allez réfléchir. Pourquoi il est utile? D'une part, parce que, attention à ne pas relativiser ensemble ce que nous coûte quand même la question du pass sanitaire. Je suis très inquiet d'avoir écouté monsieur le rapporteur nous dire « Mais enfin, chers collègues, ça n'interdit pas, ça autorise ». Bon, là, il faut arrêter. James Lovelock, face à la crise écologique, il est peut-être nécessaire de mettre la démocratie de côté pour un moment. Voilà à quoi nous assistons aujourd'hui avec ce pass sanitaire, c'est à l'émergence de cette nécessité pour eux de mettre la démocratie de côté pour un moment. On l'a vu dans la gestion de la crise des Gilets jaunes, qui s'est faite avec brutalité. On le voit dans la gestion de cette crise sanitaire qui se fait avec autorité. Et je dirais qu'au fond, il y a des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 en disant que c'était un libéral libéral. Libéral sur le plan social et économique, mais aussi libéral sur le plan de la défense des libertés. Il voit qu'en vérité, aujourd'hui, il est libéral, en effet, sur le terrain social et économique, mais qu'en vérité, il est fortement autoritaire sur la restriction des libertés publiques. Moi, ma conviction, c'est que cette crise du Covid n'est qu'une amorce des crises environnementales que nous allons avoir à affronter, et on voit comment l'oligarchie, comment la classe dominante va vouloir gérer ces crises par la brutalité et par l'autorité. Monsieur le député, le pass sanitaire, on a pu avoir des débats sur la question. Et vous connaissez mon avis intime sur la question, mais parfois l'intimité, monsieur, et ses convictions personnelles, elles passent après l'intérêt général. Et c'est ce que je vous demande de voir aujourd'hui. Le pass sanitaire, 3 mois plus tard, c'est 10 millions de Français vaccinés en plus. Ce sont des milliers de personnes qui ne sont pas allées en réanimation, ce sont sans doute des centaines ou des milliers de personnes qui ne sont pas décédées du Covid. C'est un pays qui n'a pas fermé ses restaurants, qui n'a pas fermé ses bars, qui n'a pas fermé ses théâtres, qui n'a pas fermé ses villages de vacances, qui n'a pas fermé ses grandes lignes, qui n'a pas mis en place de couvre-feu, qui n'a pas mis en place de confinement. Vous seriez dans l'intérêt général quand nous serions des dogmatiques. Alors, monsieur le ministre, il va falloir m'expliquer. En quoi est-ce dogmatique de demander la levée des brevets que vous refusez par idéologie? En quoi est-ce dogmatique de demander à ce qu'on arrête de fermer des lits et des hôpitaux quand vous en avez fermé 5700 dans l'année 2020? En quoi est-ce dogmatique de demander à ce qu'on recrute des soignants alors que vous avez fait une politique d'austérité sur la santé? Donc les dogmatiques, c'est vous dans cette histoire. Et donc il va falloir arrêter parce que je vous dis juste quelque chose, monsieur le ministre. Ce que vous êtes en train de faire, c'est la négation de la démocratie, parce qu'en démocratie, il existe toujours des chemins différents. Qu'avez-vous à répondre avec le fait que précisément, c'est vous qui êtes en contradiction avec tout ce que vous avez pu dire il y a quelques mois encore dans cette enceinte contre le pass sanitaire? Enfin, monsieur le ministre, et même si ça vous dérange d'être là, gardez vos extrêmes pour vous, car nous pourrions à toutes les sauces vous qualifier d'extrêmes libéraux, d'extrêmes marchés. Par ailleurs, notez que dans ce pays, puisque vous êtes un observateur aguerri de la vie politique, il y a une extrême gauche dans ce pays, elle existe. Il y a des partis politiques d'extrême gauche revendiqués qui méritent d'être respectés, mais ils ne sont pas représentés sur ces bancs. Spécial sur le droit à l'eau et à l'assainissement. Attendez les amis, là j'ai l'impression de revivre exactement ce qu'on a vu à 15h. Les coupures sont plus irrégulières, effectuées la plupart du temps. On n'est pas en train de regarder un truc, une rediff là. Je vérifie, c'est pas possible. Empiré.
Ils disent, durant le premier confinement entre le 16 Mais mars non. et le 11 mars 2020, une femme Mais enceinte et son compagnon... Je vérifie. Mais non, première séance, c'est bien ça. Et vous suivez pas ou quoi, les amis? Ben voilà, c'est ça. D'un débat comme Eh de cadeaux fait. Oh là là, catastrophe. C'est ça le direct. Que la Constitution est extrêmement claire en l'article 29. Bon sang, bonsoir. Il y en a pas un dans le chat. À tout moment. C'est quoi cette équipe? L'occasion de débattre du rapport. Ok, c'est parti, 21h49. Alors je me disais, c'est pas possible quand même, c'est exactement ce qu'il disait tout à l'heure. Votre dérive sur le pass sanitaire ne passe pas. Et donc il faut quand même que notre Assemblée nationale retienne qu'à une voix près, les marcheurs qui ne marchent pas aussi sûrement qu'hier ont failli buter sur le mur de la contestation de l'opposition qui a raison d'être en résonance face à la résistance du peuple de France, face à la manière dont vous gérez la crise. Je voulais insister là-dessus. Et deuxième chose, monsieur le ministre, ne mentez pas. Parce que oui, vous mentez lorsque vous dites « nous ne laissons pas des gens sans eau ». C'est faux. C'est faux. Et vous dites que vous êtes allé en Guadeloupe. Eh bien, allez vraiment aller voir... je vous assure que c'est faux. Monsieur le ministre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. On peut vous envoyer des témoignages de tout ce que vous voulez. On peut vous envoyer des témoignages vidéo. On peut vous envoyer des gens. C'est faux. Il y a des gens qui n'ont pas d'eau et depuis bien longtemps. Mais vu que vous en êtes à donner des chiffres, Madame la Ministre, sur le nombre de soignants suspendus, moi j'aimerais savoir si vous pouvez nous donner les chiffres du nombre de policiers et gendarmes suspendus parce qu'ils n'auraient pas le pass sanitaire. Voilà, j'aimerais avoir ce chiffre s'il vous plaît, puisqu'effectivement quand on va au poste de police, ça peut être bien d'être aussi soi-même protégé. C'est un service public qui fonctionne 24/24, qui accueille des gens qui sont dans la détresse, des victimes, etc. Et donc je pense, voilà, j'aimerais bien avoir le chiffre des suspensions de policiers parce qu'ils n'auraient pas le pass sanitaire. C'est grâce à Jessie, Eurial. Parce que tout à l'heure là, monsieur le ministre l'a dit à moi, Lille, il connaît les Outre-mer, mieux que moi. Moi, elle a net dans les Outre-mer, elle a grandi dans les Outre-mer. Lille, elle passe 2 jours en Martinique, 2 jours en Guadeloupe, et il estime qu'il connaît mieux que moi. J'aurais pas la prétention et surtout, je crois que j'aurais suffisamment de retenue pour ne pas vous parler créole, monsieur le député. On est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Les amendements qui ont été déposés... Allez, on va écouter monsieur le ministre. Il est en train d'essayer de se jouer, pardonnez-moi, une espèce de volonté de tenter de démontrer qu'il n'y aurait pas d'attention portée à l'outre-mer dans le cadre de cette crise virale. Je trouve, pardonnez-moi, cela assez indécent. Le 27 qui est pour, qui est contre, rejeté. Le 132 qui est pour. Absolument, Nathalie Gitane. Rejeté. Ah, mais Eurial, c'est une machine. Oui, merci, monsieur le Président. Brièvement, le régime...